Bonjour, bon après-midi et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire TechNet sur la gestion de la date d'expiration des vaccins contre la COVID-19. Alors, c'est un sujet très important et nous sommes ravis d'accueillir Maricel Castro, Zebi Kamran, Godisking Atemenego et Boubacar Boy. Cette séance aura lieu en anglais, mais sera interprétée en et je vais maintenant expliquer en français comment utiliser l'interprétation en français. Pour le reste, alors cette séance sera enregistrée et nous enverrons un lien vers l'enregistrement et vers la présentation dans une semaine plus ou moins. En dehors de cela, je suis ravie et je suis presque sûre que vous allez apprécier cette séance. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans la section questions et réponses. Vous pouvez également vous présenter dans le chat. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Maricel. Maricel, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alex. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Donc, ce webinaire va couvrir 4 sujets principaux. Premièrement, je vais parler de l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 avant la date d'expiration. Ensuite, nous parlerons du système pour le suivi de la livraison d'utilisation et de l'expiration des vaccins contre la COVID-19. Ensuite, nous aurons une approche basée sur les risques pour limiter les risques euh, d'expiration des vaccins contre la COVID-19. Et puis, nous aurons un exemple d'un pays spécifique dans la gestion des vaccins contre la COVID-19. Et cet exemple nous sera présenté par Baboucar Boy d'UNICEF Sierra Leone. Diapositive suivante. Alors, pour passer au premier point, je vais présenter les lignes directrices par rapport à la gestion des vaccins contre la COVID-19 avant leur date d'expiration. L'orientation de l'OMS sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 se base surtout sur des produits avec une durée de vie courte, principalement pour les produits de 6 mois de vie ou moins lorsqu'ils arrivent dans le pays. L'objectif, c'est de guider les managers de la vaccination au niveau national et au niveau sous-national, de guider les décisions et les actions à tous les niveaux, de guider les différents partenaires afin que les vaccins soient utilisés avant leur date d'expiration. L'orientation décrit les étapes à suivre pour utiliser les vaccins avant qu'ils n'arrivent à expiration. La première étape, c'est utiliser les données de suivi pour estimer les capacités afin d'utiliser les vaccins avant leur date d'expiration. La deuxième étape s'agit de choisir une stratégie appropriée pour renforcer l'utilisation des vaccins en cas de déficit important. La troisième étape, c'est d'estimer si les choix posés pour accélérer l'utilisation mèneront à la consommation des doses de vaccins disponibles avant la date d'expiration. Et la dernière étape vise à suivre les taux d'utilisation des vaccins et à prendre des mesures correctives là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Il y a 6 indicateurs clés qui devraient être surveillés et qui représentent des informations capitales pour la première étape. Nous avons d'abord le nombre et la répartition des sites de vaccination, le nombre de séances menées dans chacun des sites de vaccination, le nombre moyen de doses de vaccins administrées par séance à chaque site. Nous avons aussi les niveaux de stock de vaccins, la date d'expiration des doses de vaccins disponibles et la proportion du nombre de vaccins planifiés pour chacune des séances. Et donc, le niveau d'utilisation de ces indicateurs dépend bien sûr de la taille et de la structure administrative du pays et de la délégation des différentes autorités pour la prise de décision.
Pour la première étape, il y a différentes sous-étapes qui mèneront à une prise de décision pour l'étape numéro 2. L'étape 1.1 vise à estimer l'utilisation requise pour consommer toutes les doses 2 semaines avant leur période d'expiration. Cela veut dire que l'on doit calculer les choses suivantes. Premièrement, le nombre de jours qui reste avant la date d'expiration en fonction de la date d'expiration que l'on trouve sur l'étiquette et la date actuelle. Ensuite, le taux d'utilisation quotidien afin d'utiliser les vaccins 14 jours avant leur expiration. Et puis, le taux d'utilisation hebdomadaire nécessaire pour utiliser le vaccin 14 jours avant leur expiration. Donc, vous voyez ici la formule à l'écran. Les formules sont données dans la présentation. Maintenant, la sous-étape 1.2 vise à estimer l'utilisation des vaccins hebdomadaires actuels en calculant l'utilisation des vaccins hebdomadaires dans chacun des sites et l'utilisation hebdomadaire au niveau national, qui est la somme de l'utilisation au niveau des différents sites. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'il ne s'agit que d'un aperçu de l'orientation de l'OMS. Pour ce qui est par contre de l'étape 1.3, nous avons le résultat. Il se base sur les résultats des calculs réalisés aux étapes 1.1 et 1.2. Sur cette base, vous devriez pouvoir estimer s'il y a ou non un déficit dans l'utilisation. Il s'agit là de la sous-étape 1.3. Si le taux d'utilisation hebdomadaire estimé nécessaire pour utiliser les doses de vaccin avant leur date d'expiration est égal ou inférieur à l'utilisation hebdomadaire actuelle, vous devez continuer à suivre le taux d'utilisation quotidien au niveau du district avec des rapports et des révisions hebdomadaires. Et vous devez faire des révisions au niveau national pour vérifier si des actions sont nécessaires pour accélérer l'utilisation. Par contre, si le taux d'utilisation hebdomadaire estimé nécessaire pour utiliser les vaccins avant leur expiration est plus important que l'utilisation hebdomadaire calculée, eh bien, vous pouvez passer à l'étape 2 afin d'explorer des améliorations pour renforcer l'utilisation des vaccins. Une fois que la première étape est terminée, vous pouvez passer à la deuxième étape qui vise à identifier le contexte expliquant pourquoi le taux d'utilisation est faible et lent. Est-ce parce qu'il y a une inadéquation au niveau des sites et des ressources de vaccination? Est-ce parce que la planification n'est pas bien réalisée ou est-ce parce qu'il y a une hésitation vaccinale? Voilà les différentes questions que vous pouvez vous poser. Et ici, vous devez également explorer les options disponibles pour renforcer l'utilisation des vaccins en fonction, bien sûr, du contexte local et des facteurs contribuant à une utilisation vaccinale non optimale. Donc, les orientations ici vous illustrent la méthode de l'arbre décisionnel afin d'explorer les options potentielles pour renforcer l'utilisation des vaccins et pour prendre des choix appropriés. En suivant ce guide, vous pourrez identifier des actions clés qui permettraient de renforcer, d'améliorer le taux de vaccination. Vous pouvez par exemple étendre la vaccination aux groupes prioritaires suivants, mettre à jour les microplans et garantir la disponibilité des ressources. Vous pouvez aussi mettre en œuvre des activités pour augmenter la demande. Vous pouvez augmenter les taux de vaccination dans les sites en ajustant les plans de séance et en garantissant la disponibilité des ressources. Vous pouvez également mettre à jour les microplans et garantir que ces ressources sont tout de même disponibles. En plus de tout cela, vous avez ici d'autres facteurs qui sont importants afin de prendre des choix éclairés lorsqu'il s'agit de sélectionner la bonne stratégie. Vous devez considérer que lorsque vous utilisez les vaccins, vous devez d'abord utiliser les produits ou les lots qui expirent les premiers. Donc, c'est le principe FEFO, premier arrivé, premier parti. Vous devez également explorer les causes potentielles du faible taux de vaccination. Vous devez mettre en œuvre tous les efforts possibles pour lutter contre l'hésitation vaccinale et générer de la demande pour le vaccin.
Lorsque vous sélectionnez des approches stratégiques pour accélérer l'utilisation, veillez à cartographier les efforts et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre chacune des options et chacun des impacts prévus. Veillez également à choisir des options qui présentent un bon équilibre entre la faisabilité et l'utilisation vaccinale accélérée. Et puis, gardez à l'esprit les principes suivants lorsque vous sélectionnez des stratégies. Gardez votre focus sur les objectifs premiers de la vaccination contre la COVID-19, donc notamment atteindre les groupes prioritaires, et puis garantir une distribution vaccinale équitable pour veiller à ce que toutes les personnes qui ont besoin du vaccin y aient accès. Principalement dans les communautés défavorisées. Et puis, la troisième étape de ces lignes directrices, c'est de choisir une stratégie appropriée afin de renforcer l'utilisation des vaccins. Donc, avant de mettre en œuvre la stratégie identifiée, il est recommandé de d'abord faire les différentes choses suivantes. Réviser l'utilisation prévue en utilisant les différentes formules identifiées à la première étape, évaluer si le taux d'utilisation prévu est adéquat, donc notamment pour ce qui est de l'utilisation des vaccins 2 semaines avant leur date d'expiration, et puis veiller à la disponibilité de ressources humaines et financières pour que les différentes mesures puissent être mises en œuvre au mieux possible. Vous devez également mettre à jour les microplans au niveau du district et au niveau local, communiquer les différentes informations aux parties prenantes. Donc, tous les changements dans les microplans et dans les plans de séance doivent être communiqués à toutes les parties prenantes pertinentes et à tous les partenaires qui soutiennent la campagne de vaccination, pour qu'ils puissent eux aussi veiller à ce que ces ajustements soient mis en œuvre. Et puis, vous devez également ajuster les livraisons de vaccins en fonction de la stratégie adoptée aux différents niveaux. Ensuite, la dernière étape, c'est de suivre les taux d'utilisation du vaccin et de prendre des mesures correctives là où nécessaire. Après les actions, après ces différentes actions, vous devez également continuer à suivre le taux d'utilisation. Idéalement, le niveau de vaccination au niveau du district devrait être surveillé quotidiennement. Au niveau Les districts, les districts devraient également présenter un rapport des taux d'utilisation au niveau national, que ce soit quotidiennement ou toutes les semaines. Si il y a une chute rapide ou si l'on rapporte différents problèmes qui pourraient poser un risque pour une bonne utilisation, il faut également immédiatement rapporter ces informations au niveau national. Le niveau national devrait également revoir les différents niveaux de stock et l'utilisation tous les jours ou toutes les semaines et prendre des actions euh, pour lutter contre une utilisation non adéquate à tout niveau régional. Et puis là où c'est nécessaire, il faut également considérer la répartition des doses de vaccins au sein du pays pour optimiser l'utilisation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce document d'orientation, vous pouvez utiliser le lien qui était présent dans ma présentation un peu plus tôt. Cela étant dit, je vais maintenant donner la parole à Godiskin Atemene. Merci beaucoup.
Non, non, non. Est-ce que quelqu'un entend AT? Moi, personnellement, je ne l'entends plus. Non, non, moi non plus. Ok, très bien. AT, vous êtes là? Un petit instant. Désolée pour ce petit problème technique. On va vérifier avec le panéliste pour voir s'il y a un problème de son côté, peut-être. Je pense qu'il n'est plus en ligne. Il doit avoir un problème de connexion. Oui, j'imagine que c'est un problème de connexion. Je ne le vois plus. Ok, alors je suggérerais que l'on passe à la présentation suivante et qu'on revienne à Athénémée quand il sera de retour. Oui, ok. Zébi. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je m'appelle Zabi et je travaille dans l'unité de la chaîne d'approvisionnement de l'UNICEF et je vais rapidement vous montrer comment UNICEF soutient les pays pour lutter contre les- l'utilisation, pour permettre l'utilisation des vaccins avant leur date d'expiration. Donc, l'année dernière, lorsque on s'attendait à avoir plus de livraisons et plus d'utilisation de vaccins, l'UNICEF, avec d'autres partenaires, a décidé de renforcer les capacités des pays pour veiller à ce que ces derniers aient le soutien technique nécessaire pour gérer ces nouvelles livraisons de vaccins. Et nous avons mené une étude dans 60 pays en fonction de différents critères de sélection pour voir où étaient les besoins les plus importants. Et en fonction de ces critères de sélection, qui à l'époque incluaient le volume attendu qui allait arriver dans ces pays, la taille de la population cible dans ces pays, quels étaient les taux de couverture à ce moment-là, comment ils avaient géré l'évaluation EVM de manière générale, mais principalement pour la gestion des stocks et les différents critères de la gestion des stocks. Nous avons également évalué l'historique des différents pays pour les ruptures de stock, aussi la diminution des taux DTP3 dans les différents pays. Et ces critères de sélection ont à nouveau été validés avec les pays pour garantir que cela réponde bien aux besoins urgents au niveau national. Donc, cela a mené au déploiement de 85 spécialistes de la gestion des vaccins, VMS en anglais, dont plus de 55% au niveau sous-national, donc au niveau régional par exemple, pour offrir du soutien de la planification de la demande à la gestion des déchets. Mais aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur la manière dont ils aident les responsables sur place à gérer les risques liés à la date d'expiration des vaccins. Donc, au début de tous les mois, ils reçoivent une liste des lots de vaccins contre la COVID-19 qui expirent dans les 30, 60 et 90 jours suivants. Donc, ces informations sont envoyées au pays euh, et cela crée la base d'un suivi et d'une surveillance de près de la part des VMS. De cette façon, les VMS peuvent voir si les vaccins vont être utilisés dans le pays ou s'ils doivent être redirigés vers d'autres zones avec plus de demandes. Il y a un soutien qui est demandé notamment au niveau de la planification, de la mise en œuvre et de la surveillance des campagnes de vaccination spécifiques afin de réduire la possibilité de gaspillage. Et puis, finalement, les VMS soutiennent également les pays dans la gestion des déchets. Donc, les VMS, de ce fait, ont contribué à empêcher plus de 25 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 d'expirer depuis février 2022. Et petit exemple,
on voit qu'ici, il y a des chiffres assez importants qui risquent d'expirer dans les 30 jours suivants et c'est la manière dont les VMS essayent d'aider les pays. Donc, on voit qu'il y a une grande proportion de vaccins Pfizer qui doivent être utilisés avant leur date d'expiration. Donc ici, on a en haut un classement par fournisseur et dans le bas par pays. Mais en dehors de cela, comme je l'ai déjà mentionné, nous offrons différents types de soutien dont l'objectif est de renforcer les capacités de gestion des stocks dans le pays. Et donc, outre les vaccins contre la COVID-19, ils offrent également du soutien dans tout ce qui est vaccination de routine. Et cela a permis de renforcer la visibilité cette dernière année et demie. euh, on, on avait très peu de pays qui faisaient des rapports au niveau national. Mais depuis la COVID-19, la visibilité au niveau régional a vraiment augmenté. Voici ici un exemple au Nigeria où vous avez le nombre d'établissements qui, qui créent des rapports. Donc, en janvier 2022, nous n'en avions que 2 et aujourd'hui, nous en avons 44 et ce depuis plusieurs mois. Cela nous permet d'avoir plus de visibilité sur la raison pour laquelle les stocks peuvent être très bons au niveau national, mais que lorsque l'on passe au niveau régional, eh bien, les stocks ne sont pas aussi bons. Et parfois, on peut prendre des décisions en fonction de certaines données, certains points de données. Et la tendance que vous avez ici nous permet de voir comment la gestion des stocks dans le pays s'est déroulée de point de vue historique et comment cela a un impact sur la couverture vaccinale, notamment contre la COVID-19. Ensuite, nous établissons également des comparaisons mensuelles, par exemple. Ici, on a différentes comparaisons, mais vous pouvez également avoir des comparaisons annuelles, par exemple. Et alors l'année dernière, et c'est toujours le cas dans certains pays, il y avait un problème avec certains équipements, notamment les seringues, parce que certains vaccins étaient fournis sans les seringues et donc nous envoyons également des seringues pour garantir qu'il y ait des équipements adéquats partout pour pouvoir renforcer les campagnes de vaccination. Donc, nous pouvons voir ici que nous avons un panorama global que nous pouvons tirer de toutes ces informations qui émanent des VMS depuis l'arrivée de vaccins, donc combien de doses par pays, par exemple. On peut voir quelles sont les doses par fabricant, mais en même temps, on peut voir quelle a été l'utilisation de ce nombre de doses. Et donc ici, on peut voir qu'il y a 97 millions de doses, mais que seuls 11,4% de la population ont été vaccinées entièrement. Donc, en voyant cela, on peut voir qu'il y a un énorme stock de vaccins contre la COVID-19 qui sont disponibles dans le pays. Et parmi ces vaccins, il y en a sans doute certains qui arrivent à expiration. Donc, cela nous permet d'identifier les facteurs de risque, notamment le nombre de doses qui risquent d'expirer entre le 1er août et le 31 octobre. Donc, les différentes doses qui expirent à cette période-là. Et comme je l'ai mentionné, cela forme la base du travail des spécialistes de la gestion des vaccins. Et puis, il y a aussi un autre facteur de risque, un facteur de risque immédiat basé sur le nombre de doses qui expirent dans les 30 jours. On a ici le nombre de doses qui expirent ce mois-ci et puis le nombre de doses qui ont expiré depuis que la vaccination a commencé dans le pays. Donc, c'est pour ce qui est des doses expirées et des doses gaspillées, ici en bas à droite de l'écran.
En plus de cela, ce système nous permet d'identifier les risques imminents pour la COVID-19. Et je pense qu'il serait aussi une bonne chose d'avoir des informations, des données plus complètes pour identifier les véritables défis qui existent dans le pays, en plus des données que nous avons ici. Donc, cela nous permet notamment de voir les risques principaux en termes de chaîne d'approvisionnement de la vaccination, quels sont les efforts que l'on pourrait mettre en œuvre pour atténuer ces risques et on pourrait également voir quels sont les points d'action qui pourraient être nécessaires. Donc, les actions que les partenaires doivent mettre en œuvre pour veiller à ce que les vaccins ne soient pas gaspillés, par exemple. Ensuite, nous essayons d'identifier les raisons des ruptures de stock et ce que nous pouvons faire pour lutter contre les ruptures de stock. Cela nous permet également de cibler les pays dans lesquels l'assistance technique serait la plus nécessaire. Et puis, nous voyons également ce que les spécialistes de la gestion des vaccins réalisent, quel type de soutien ils offrent aux pays et quelles seraient les actions nécessaires pour atténuer les risques par rapport à la COVID-19, mais aussi par rapport à la gestion des stocks dans le pays. Donc, je vais m'arrêter là et je vais donner la parole à Boubacar qui va nous donner un exemple au niveau d'un pays spécifique. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Baboucar Boy. Je suis spécialiste de la vaccination au Bureau national de l'UNICEF en Sierra Leone. Et j'ai avec moi un collègue, Caleb, qui est spécialiste lui aussi de la vaccination. Voici l'aperçu de ma présentation, comme vous le voyez à l'écran. Ici, vous avez le profil du pays de Sierra Leone. Donc, nous avons une population demi et la population cible pour la vaccination est d'environ 5,6 millions, donc les personnes de plus de 12 ans. Et la campagne de vaccination a été lancée le 15 mars 2021. Comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, quelques informations contextuelles. En février 2021, nous avons développé un plan de vaccination et de déploiement au niveau national qui a été révisé et mis à jour en septembre 2021. Donc, le déploiement vaccinal a ensuite été suivi par la vaccination partout dans le pays. Donc, voilà la quantité de vaccins que nous avons reçus entre février 2021 et juin 2022. Donc, nous avons reçu plus de 440 000 doses de Sinopharm, 200 000 de Sinovac, 1 414 000 de AstraZeneca, 2 400 000 de Johnson Johnson et 1 200 29 000 de Pfizer. Donc, pour un total complet de 5 698 000 doses. Alors, pour ce qui est de l'équilibre des stocks à la fin du mois de juin, nous avons 305 000 doses de Pfizer qui arriveront à expiration en décembre 2022. Sinopharm, 11 000 arrivant à expiration en octobre. Johnson Johnson, expiration en février 2023 et Sinovac, 200 000 expiration en décembre 2022 également. Voilà les doses présentes dans le pipeline pour la fin du mois de décembre. Comme vous le voyez ici, nous avons fait beaucoup de progrès pour ce qui est de la vaccination contre la COVID-19, de 4,5% en décembre à environ 35% en juin 2022.
Donc, voilà ici les doses qui sont présentes dans le pipeline et cela permettrait de vacciner tout le pays d'ici le mois de décembre. Et comme vous pouvez le voir, euh, Johnson Johnson est assez constant de août à décembre. Et puis, nous avons également des doses de Sinopharm qui arriveront en novembre pour un total de 600 000 plus ou moins. Donc, décembre, à nouveau, Johnson Johnson, et cette fois-ci pour 532 000. Donc, ce sont des chiffres sur lesquels le ministère s'est mis d'accord pour l'année 2022. Alors, nos objectifs et notre stratégie pour atteindre plus de personnes avec la vaccination contre la COVID-19. Alors, nos objectifs, c'est que les travailleurs de la santé ont été atteints en utilisant une stratégie fixe dans leurs établissements de travail. Nous avons également utilisé une stratégie combinée de stratégies fixes et mobiles pour les plus de 60 ans et pour les personnes atteintes de comorbidité. Et bien sûr, il y reste l'objectif de la population générale de plus de 12 ans. Alors, pour ce qui est des stratégies, nous avons des sites de vaccination statiques dans les différentes unités de santé primaire, des sites de vaccination mobile et des sites de vaccination de portée. Donc, nous avons différentes stratégies qui nous ont permis de renforcer le déploiement de la vaccination dans le pays. Alors, voici la performance, comme je l'ai déjà dit, en juillet, nous avons pu vacciner environ 2,6 millions parmi notre population de 5 millions et quelques, donc 31,2% de la population totale et 47,2% de la population cible. Aujourd'hui, nous avons presque 2 millions de personnes qui sont entièrement vaccinées, ce qui représente 34,2% de la population cible et 22,6% de la population totale. Et parmi ces personnes, 72% ont déjà reçu au moins une dose. Ici, vous avez des chiffres, un graphique par mois, et vous vous rendrez compte que entre décembre 2021 et juin 2022, nous avons vraiment renforcé la campagne partout dans le pays. Et cela nous a permis d'améliorer nos résultats en termes de couverture vaccinale contre la COVID-19. Pour ce qui est des bonnes pratiques, eh bien, nous avons appris de nombreuses bonnes pratiques pendant la campagne. Nous avons ici notamment l'utilisation de la COVID-19 comme une opportunité pour mobiliser des ressources afin de renforcer les équipements de la chaîne du froid à tous les niveaux. Aujourd'hui, plus d'établissements ont des équipements de la chaîne du froid par rapport à avant la COVID-19. Nous avons également utilisé la plateforme WhatsApp et d'autres plateformes pour des rapports de stock au niveau local et régional. Nous avons également institutionnalisé la répartition inter et intra des vaccins, principalement lorsque nous avons l'impression qu'il y a une grande quantité de vaccins à un certain endroit. Donc, nous utilisons nos VMS et nos managers de vaccins nationaux pour savoir cela. Nous avons également institutionnalisé le développement de plans de distribution de vaccins au niveau national. Ce sont des plans qui sont très importants et qui nous ont beaucoup aidés. Grâce à nos experts de la gestion des vaccins, nous avons également des rapports physiques, des comptes des comptes physiques et des rapports hebdomadaires. Cela nous a permis de centraliser les informations. Nous avons également pu intégrer l'approvisionnement de vaccins à la fois de vaccins de routine et de vaccins contre la COVID-19 au niveau national, régional et au niveau des districts. La Sierra Leone est un des pays qui
a commencé à utiliser l'outil eSMT et c'est un super outil et nous sommes ravis que la COVID-19 soit intégrée dans cet outil. Donc, nous utilisons cet outil à la fois pour les vaccins contre la COVID-19 et pour la vaccination de routine. Lorsque nous avons notamment introduit Pfizer, UNICEF a pu développer des SOP pour le développement du vaccin Pfizer, y compris des services de vaccination de routine. Pendant le développement, donc, nous avons pu développer des SOP pour la gestion des autres vaccins contre la COVID-19, en plus du vaccin Pfizer. Nous avons également pu former du personnel au niveau local, régional et au niveau des districts à ce système. Alors, le groupe de travail NLTWG est un groupe important qui aide à gérer les vaccins à différents niveaux. Et ce groupe de travail a été réactivé au début de la pandémie et de la campagne de vaccination. Et l'un des résultats des VMS, c'est de garantir que la vaccination fonctionne bien et que les plans de distribution de vaccins soient respectés. Donc, ce groupe de travail a soutenu le développement de plans de distribution de vaccins, a soutenu le développement de SOP pour la gestion efficace des vaccins, notamment Pfizer. Nous avons également organisé des formations. Ce groupe de travail a pu soutenir la supervision du personnel de santé, notamment pour le système eSMT. Le groupe de travail a également pu soutenir les prévisions à la fois pour la COVID-19 et la vaccination de routine et a pu offrir un soutien constant pendant l'année 2022. Pour ce qui est de l'expiration des vaccins contre la COVID-19, eh bien, en Sierra Leone, nous avons un très bon système de suivi, de surveillance des dates d'expiration contre la COVID-19 parce que nous savons que ces vaccins sont extrêmement importants, ils sont très chers aussi. Et ce système est un système efficace que nous avons mis en place dans le pays. Grâce à COVAC, nous avons pu avoir des consultants en gestion de vaccins au niveau national et régional. Nous avons également pu mettre en place un forum WhatsApp pour la transmission de données sur les stocks. Nous avons organisé des réunions hebdomadaires sur la gestion des stocks efficaces. Nous avons également organisé des rapport physique des stocks chaque semaine. Nous avons développé un outil de suivi et utilisé l'outil eSMT. Et les différentes informations internationales sont résumées et envoyées au groupe de travail technique sur la COVID-19 toutes les semaines. Donc, nous avons une mise à jour toutes les semaines. Voici ici un exemple de l'outil de suivi des dates d'expiration. Donc, de manière générale, depuis que nous avons commencé la campagne de vaccination, nous avons 97 000 doses qui ont expiré. Donc, principalement AstraZeneca, 64 000, comme dans de nombreux pays. Nous avons reçu des vaccins de l'UE qui allaient expirer dans les 2 semaines. Donc, forcément, nous avons eu plus de gaspillage à ce niveau-là. Ça a été difficile pour nous de consommer tout le stock qui nous a été envoyé avant la date d'expiration qui était très, très proche. Alors, pour Pfizer aussi, c'est ce que l'on appelle l'expiration dynamique. Ça veut dire qu'ils ont passé plus de 31 jours sur le terrain. Donc, nous avons environ 32 000 doses qui ont été plus de 21 jours sur le terrain et qui ont été finalement gaspillées. Alors, certains des défis pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement de la vaccination, c'est bien sûr la durée de vie des vaccins, les données des stocks sur les vaccins,
l'absence d'équipement de la chaîne du froid dans certains établissements de santé. Euh, Nous n'avons pas encore toutes les ressources nécessaires non plus. Euh, et l'infrastructure est relativement inadéquate. Alors, voici certaines des mesures d'adaptation que nous avons mis en œuvre pour renforcer la campagne de vaccination, notamment des programmes de gestion des vaccins contre la COVID-19. Nous avons recruté, déployé et suivre plus d'équipes de vaccination, des ressources au niveau du bureau national pour renforcer la vaccination. Nous avons également la mobilisation de ressources pour s'approvisionner en équipement de la chaîne du froid. Nous avons également pu mobiliser des ressources pour renforcer la vaccination. Nous avons la formation du personnel de santé sur les différents outils et l'outil en ligne. Nous avons le système de suivi des vaccins contre la COVID-19. Nous avons également pu développer des plans de vaccination au niveau national et intégrer la chaîne d'approvisionnement partout dans les vaccins, notamment pour les vaccins contre la COVID-19 et la vaccination de routine. Et voici la fin de ma présentation. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Je pense qu'Athé est de retour. Athé, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, très bien. Alors, est-ce que l'on peut revenir à la présentation d'Athé, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Merci. Athé, la parole est à vous. Athé? Oui, c'est mieux. Allez-y. Merci.
Merci à Thé. Est-ce que l'on peut passer à la fin de la présentation? Merci. Alors, je pense que oui, c'est la fin. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, c'est le moment pour les questions et réponses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Il nous reste encore plus ou moins 10 minutes. On va commencer avec une question de Mohamed que nous avons posée aujourd'hui sur notre groupe Telegram. Étendre la durée de vie des vaccins OMS-EUL permettra au pays de réduire le gaspillage de vaccins en fonction de l'expiration. Avec plus de données de stabilité disponibles aujourd'hui, pouvons-nous nous attendre à ce que les fabricants de vaccins étendent la durée de vie pour les vaccins contre la COVID-19 existants? Voilà, qui peut répondre à cette question? Maricel? Oui, je peux peut-être prendre cette question. Merci. Alors, comme vous le savez, les fabricants testent toujours les vaccins constamment pour plus de stabilité. Donc, nous avons déjà Pfizer, Moderna et Johnson Johnson qui ont étendu la durée de vie récemment grâce à des données de stabilité mises à jour qui ont permis de renforcer la stabilité des vaccins. Ces données avaient été fournies par nos experts et nous pourrions nous attendre à ce que la durée de vie soit encore plus étendue pour tous les produits liés au vaccin contre la COVID-19. Alors, bien sûr, il y a une durée de vie idéale qui doit être atteinte pour les vaccins contre la COVID-19, comme c'est le cas pour tous les autres vaccins de routine. Donc, nous offrons constamment des mises à jour par rapport aux éventuelles extensions de la durée de vie de ces différents types de vaccins. D'accord, merci Maricel. Mohamed, j'espère que cette réponse vous a été utile. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Laissez-moi vérifier dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste encore 5 à 6 minutes. Alors, il y a une autre question. Est-ce que Ah non, nous avons un commentaire, pardon, de Mohamed, pas de question, qui dit que pour les instants, les experts de la gestion des vaccins aident les pays à mieux gérer les vaccins contre la COVID-19 avec des autres vaccins, mais que l'hésitation de la population continue à être la raison principale pour le gaspillage de vaccins. Nous avons également un commentaire de John qui nous dit, simplement pour dire qu'à ce moment de la pandémie, les pays pourraient commencer à demander plus d'informations aux fournisseurs, notamment des informations sur la stabilité pour le type VVM. VVM peut aider lorsqu'il y a une grande quantité de vaccins qui passent plus longtemps dans la chaîne du froid. Le coût est d'environ 6 centimes par VVM, ce qui, en tant que pourcentage du flacon d'AstraZeneca, 30 dollars, ne représente que 0,2% du coût du vaccin, c'est-à-dire très faible. Ça, c'est le commentaire de John Pearman. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait répondre à ce commentaire ou devrions-nous continuer avec les questions? Oui, alors je voulais simplement dire que VVM, c'est un profil de produit préféré pour les vaccins contre la COVID-19. Donc, nous espérons pouvoir identifier quel serait le VVM correct à mettre sur les différents produits. Nous espérons que les fabricants pourront faire cela le plus rapidement possible et que cela soit prêt
très rapidement pour les vaccins contre la COVID-19. Merci, Maricel. James demande si les fabricants peuvent produire des VVM puisque la COVID-19 est consolidée avec la vaccination de routine. Je pense que la production de pastilles de contrôle de VVM pour les vaccins contre la COVID-19 n'est pas vraiment le problème ici. Merci, Maricel. D'autres questions ou commentaires éventuellement? Non. Je vais vous donner encore quelques petites secondes, les dernières. Je pense que c'est tout. Nous n'avons pas d'autres questions. Dans ce cas-là, j'aimerais demander à nos intervenants d'aujourd'hui s'ils ont quelque chose à ajouter, parce qu'il nous reste encore 3 petites minutes. Donc, un petit commentaire de la fin de nos intervenants? Non? Ok, très bien. Alors, je pense que l'on peut conclure. Merci à nos intervenants pour leurs excellentes présentations. Alors, petit rappel, nous allons partager les documents et les enregistrements. Alors, les documents ne seront disponibles qu'en anglais, mais l'enregistrement est disponible en anglais et en français. Et nous enverrons tout cela à tous les participants qui se sont inscrits. Et j'aimerais à nouveau remercier nos panélistes et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée et à la semaine prochaine pour la dernière séance de cette série de webinaires. Merci beaucoup et très belle fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci tout le monde, au revoir.